On m'a suggéré de parler de latéralité. Et la latéralité, c'est un sujet que je reçois souvent en questionnement, peut-être parce que ça présente certaines complexités et en fait, même pour la littérature, c'est pas encore clair comment la latéralité se développe, s'installe. Est-ce que l'enfant naît avec sa latéralité déjà choisie ou est-ce que c'est génétique? Mais bon. Alors, je voulais la question et les besoins qui étaient j'ai des difficultés pour aider les enfants à choisir une main préférentielle lorsque la latéralité est mal affirmée. Par exemple, le graphisme est d'un côté et les autres activités sont de l'autre. Je ne sais pas si ce type de précision vous inspire, mais je suis preneuse de tout ce que vous pourrez parler. Alors, c'est un sujet d'intérêt. Et là, ce que je dirais en début serait que se demander comment aider l'enfant à choisir une main préférentielle serait peut-être pas la première question à se poser. D'abord, ce qui me vient en tête, c'est de se demander surtout pourquoi l'enfant ne démontre pas encore de latéralité à un âge où on croit qu'il le devrait. Parce que l'enfant qui n'est pas latéralisé, ce n'est pas qu'il a oublié de le faire, ce n'est pas qu'on a oublié de lui enseigner parce que c'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui se développe. Alors, si ça ne s'installe pas et on ne le voit pas, il y a une raison. Et pour s'aider un petit peu à trouver quelle serait cette raison-là, bien, voici 5 questions qu'on pourrait se poser. Parce que, à la base, si on veut que la latéralité, la dominance manuelle s'exprime, il faut créer des conditions pour qu'elle s'exprime. Alors, si, je vais faire une analogie, si le sol n'est pas fertile et il n'y a pas de lumière et de pluie, bien, la fleur ne va pas pousser. Alors, les conditions qui doivent être en place pour permettre à la latéralité, la dominance de se développer. Alors, d'abord, l'enfant doit être assez vieux. Alors, oui, il y a des enfants de 1 an, 2 ans qui semblent préférer une main plus que l'autre, mais l'enfant a encore beaucoup de temps, beaucoup de développement à faire parce que pour être capable de démontrer une dominance manuelle, ça veut dire qu'il utilise son corps d'une manière asymétrique. Donc, il y a encore beaucoup de développement à faire pour bien dissocier les deux côtés de son corps et les fonctions des deux mains. Alors, vers 3-4 ans, l'enfant devrait habituellement démontrer une préférence pour une main versus une autre dans des activités spécifiques. Quand j'utilise le mot préférence, je dois ajouter dans ma phrase l'activité à laquelle je réfère parce que la préférence est en lien avec une activité spécifique. Donc, j'ai une préférence manuelle pour la main droite avec le crayon et j'ai peut-être une préférence manuelle avec la main gauche pour les ciseaux, par exemple. Quand je parle de dominance, à ce moment-là, c'est que je parle d'une partie du corps. Alors, ma main droite est ma main dominante, donc à chaque fois que j'ai besoin d'une main un peu plus habile, une main qui va faire une activité qui va être soutenue par l'autre main, ça serait toujours la main droite, alors moi j'aurais une dominance à droite. On pourrait avoir une dominance pour l'œil, pour l'oreille, pour le pied, par exemple. Donc, préférence avec une activité, dominance avec une partie du corps. Et parfois, si on va jusqu'à l'utilisation du mot latéralité, à ce moment-là, ça serait davantage pour référer à l'ensemble des dominances serait du même côté du corps. Alors, si moi, j'ai l'œil, l'oreille, la main, le pied dominant, tout du même côté, je pourrais dire que je suis latéralisée. La plupart des gens, des êtres humains ne sont pas complètement latéralisés et vivent très bien avec ça. Alors, la première condition, c'est que l'enfant ait au moins 3-4 ans avant qu'on se pose cette question-là. La deuxième condition, qui va un peu avec la première, c'est qu'il doit avoir développé la capacité de croiser la ligne médiane. Alors, croiser la ligne médiane veut dire que je peux utiliser une main, par exemple, et aller faire des activités du côté opposé sans être obligée de tourner mon tronc. Fait que si je me tourne comme ça ici, bien, je n'ai pas croisé la ligne médiane, j'ai juste fait une rotation du tronc. Alors, quand je croise la ligne médiane, ça me dit que j'ai une bonne dissociation
au niveau de ma ceinture scapulaire et je suis capable de transférer de l'autre côté et ça implique aussi que mes deux hémisphères de mon cerveau arrivent à se coordonner. Alors, pourquoi c'est important? Bien, parce que parfois, les objets que j'ai besoin vont être de l'autre côté de la ligne médiane. Alors, si je ne croise pas aisément la ligne médiane, bien, je vais être tentée de prendre l'autre main parce que l'objet est de ce côté-là. Et à ce moment-là, bien, c'est pas que c'est grave, c'est que j'ai l'impression que l'enfant ne croise pas la ligne, je m'excuse, j'ai l'impression que l'enfant n'est pas dominé, mais en fait, c'est qu'il ne croise pas la ligne médiane. Alors, et parfois, bien, l'activité que je fais demande l'utilisation de l'ensemble de l'espace devant moi, du côté gauche jusqu'au côté droit. Par exemple, si je veux prendre une règle et tracer une ligne, bien, je vais passer du côté contralatéral. Donc, je vais passer du côté où j'ai croisé la ligne médiane jusqu'à ce côté-là. Si je ne croise pas facilement la ligne médiane, je peux avoir tendance à changer de main. De même, si j'écris et que je dois aller là, de chaque côté de la ligne, bien, parfois, si on voit les enfants changer de main davantage au niveau de la ligne médiane, bien, c'est peut-être ça la problématique et non la dominance manuelle en tant que telle. Troisième condition, c'est le développement de la motricité fine. Alors, la motricité fine a plusieurs composantes. Une de ces composantes-là est d'être capable de manipuler un objet dans la main. Alors, si moi, par exemple, mon stylo n'est pas bien placé dans ma main, bien, je devrais être capable de le replacer, d'utiliser ma gomme facilement et je vais arriver là, à utiliser mon objet efficacement de cette façon-là. Mais si je n'ai pas une bonne motricité fine et que je ne suis pas à l'aise pour faire des manipulations, bien, encore une fois, ça se peut que j'utilise mon autre main, OK, que je passe mon crayon d'une main à l'autre pour le positionner comme il faut. Et ça se peut dans cette optique-là que mon crayon reste dans l'autre main. Encore une fois, ça peut masquer davantage un problème de motricité fine quand on voit l'enfant qui utilise dans l'autre main plutôt que nécessairement un problème de dominance. Alors, je vous remets en contexte, on est en train de regarder des conditions de base qui nous assurent que l'enfant est prêt à développer une dominance avant de se questionner sur quelle serait la meilleure main pour lui s'il ne l'a pas développée de lui-même. Condition 4 serait suffisamment de force, d'endurance dans les muscles de la main. Pourquoi? Parce que si ma main elle est faible et que j'ai une tâche qui se prolonge, mes muscles se fatiguent, je pourrais être sujette à changer de main à cause de ça. Alors ça, c'est à surveiller beaucoup chez les enfants qui ont un tonus musculaire plus bas, ils peuvent avoir moins d'endurance et encore une fois, ça peut inciter l'enfant à changer d'une main à l'autre alors qu'autrement, il serait probablement capable de développer une dominance. Autre facteur, puis je pense que c'est le plus important, il faut que l'enfant ait une raison de développer sa main dominante. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'activité doit être assez complexe pour que chacune des mains ait un rôle à jouer et pour que ça vale la peine pour une main de développer une spécialité dans son rôle et l'autre main une spécialité dans son rôle, par exemple dans une activité de découpage. Alors, si moi, je demande à l'enfant de juste remplir un petit contenant comme ça avec les objets, bien, c'est pas assez difficile pour que ça fasse une différence. Alors, moi, je peux facilement faire cette tâche-là de la main droite, de la main gauche et fonctionnellement, j'ai le même résultat. Mais si vous me demandez de découper de la main gauche, bien, à ce moment-là, le résultat ne sera pas le même, je ne serai pas à l'aise, je préfère ma main dominante qui est habituée d'utiliser le ciseau et ma main non dominante qui est habituée de manipuler le papier. Alors, une fois que ces 5 conditions-là sont en place et qu'on ne voit pas encore l'enfant avoir une main dominante, bien, on va s'intéresser à l'impact sur le fonctionnement avant de vivre trop d'inquiétude par rapport à tout ça. Parce que où c'est le plus important dans la vie d'un élève d'avoir une dominance manuelle, c'est dans l'écriture. Alors, s'il a une préférence manuelle pour le crayon qui est constante, c'est la majorité de son temps
et la majorité de l'activité qui sera la plus difficile pour sa main dans sa vie quotidienne va être l'écriture. Et si c'est toujours fait avec la même main, bien, la main va développer cette aptitude-là correctement. Même s'il découpe de la main gauche, mais plus l'enfant vieillit, il ne découpe pas tant que ça. Ou s'il, à la rigueur, il mange, ben, manger, c'est pas une activité très, très compliquée avec la main non dominante. Alors, si l'écriture est toujours du même côté, moi, à moins que je vois des impacts fonctionnels importants et que je suis convaincue que si l'enfant a une écriture qui est sous les attentes fonctionnelles à cause que sa dominance n'est pas établie, dans cette optique-là, je laisserai aller. Donc, je n'interviendrai pas outre mesure. OK? Ce qu'on veut faire, c'est toujours rester fonctionnel, se demander, selon l'âge de l'enfant, est-ce qu'il y a des impacts fonctionnels et c'est pas parce qu'il y a des impacts fonctionnels, en fait, je ne vais pas utiliser le mot impact tout de suite. S'il y a des défis fonctionnels et que la dominance manuelle n'est pas en place, est-ce que le défi est causé par la dominance qui n'est pas encore établie? C'est ça qu'il faut répondre comme question. C'est toujours aidant d'être ergothérapeute, d'être un intervenant qui agit au niveau du développement pour faire cette détermination-là. Si vous n'êtes pas intervenant et que vous avez la chance de rencontrer, faire une consultation avec un intervenant, si vous êtes incertain de la meilleure marche à suivre, ça serait l'idéal et ça serait indiqué. Maintenant, ce qu'on recommande souvent quand on pense que les conditions sont en place et qu'on veut observer un petit peu davantage, c'est de faire une petite période d'observation dans laquelle on va placer beaucoup d'objets, toujours au centre de l'enfant, et on va observer avec quelle main il va chercher l'objet. Mais comme je vous disais tantôt, prendre un objet avec une prise palmaire ou même une pince, c'est pas si compliqué d'une main ou d'une autre. Alors, à moins que l'enfant soit tout petit, ça sera pas nécessairement tellement représentatif. Une autre chose qu'on peut faire, c'est peut-être lui demander de faire des activités de précision avec une main et avec l'autre. Par exemple, enfiler des billes avec la main droite, avec la main gauche et comparer le rendement et le confort de l'enfant. Parce que parfois, l'enfant va être plus confortable, va préférer utiliser une main, mais va être meilleur avec l'autre main. Mais en début d'observation, on ne s'inquiète pas de ça, on se fait des petites statistiques et des observations. On peut refaire la même activité avec le découpage. Donc, on découpe avec la main droite, on découpe avec la main gauche. Là, on n'oublie pas que si on découpe avec la main gauche, on va le faire avec des ciseaux de gaucher. Encore une fois, on demande à l'enfant ce qu'il en pense, avec quelle main il est le plus à l'aise, et on regarde, on compare le rendement au niveau de la qualité, au niveau de la vitesse que ça a pris aussi. Refaire la même chose avec une tâche d'écriture. Et si nos petites statistiques sont représentatives et nous disent que l'enfant préfère une main et est meilleur avec une main et que l'enfant est d'accord pour privilégier cette main-là, bien, on peut la faire. Mais à la base, la dominance manuelle est un avantage et est plus confortable et ça devrait être naturel pour l'enfant de préférer toujours utiliser sa main la plus efficace. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas une grande fervente de prendre des enfants tout petits et de nécessairement décider pour eux. J'aime mieux vraiment me poser des questions sur les raisons que l'on n'observe pas. Et c'est très rare que quand on fait ça, on ne trouve pas de l'immaturité dans le corps de l'enfant. Et il faut travailler cette immaturité-là avant d'en arriver à prendre une décision et à dire à l'enfant, ne prends plus cette main-là pour faire ceci, ou même, c'est sûr qu'on peut renforcer l'enfant, on peut le récompenser, l'encourager, mais l'idée de base, ce n'est pas d'avoir une dominance manuelle, c'est que son développement se consolide, avance et qu'il soit à l'aise et que ça lui serve. Donc, ce n'est pas d'utiliser toujours la même main, mais c'est que cette main-là soit vraiment plus efficace sur le plan neurologique et sur le plan fonctionnel. Parce que dans l'écriture, je vais conclure avec ça, pour
arriver à être fonctionnel avec l'écriture, il faut arriver à automatiser le geste d'écriture. Et pour automatiser le geste d'écriture, qui est quelque chose quand même assez complexe sur le plan sensorimoteur, bien, ça va se faire beaucoup plus facilement si l'enfant ne partage pas ses opportunités de pratiquer l'écriture avec une main et avec l'autre. Donc, plus de chances d'automatiser, plus de chances d'avoir une écriture qui va être fonctionnelle. Mon infolettre, si vous n'êtes pas inscrit à mon infolettre, il faut le faire parce que dans l'infolettre, l'info-ergo, j'envoie chaque semaine une mini-formation, une ressource d'ergothérapie. Dans le fond, mon optique, c'est qu'on puisse développer nos compétences d'ergo, d'intervenant, un petit peu à la fois, en s'auto-éduquant un petit peu chaque semaine à travers l'info-ergo, à travers des petites présentations comme ça dans les médias sociaux. Ben moi, je trouve que c'est utile et intéressant. Alors, pour s'inscrire à mon infolettre, vous allez sur mon site web et vous devriez avoir un petit pop-up ou sinon c'est écrit communauté en haut et simplement placez votre adresse courriel, c'est gratuit et vous recevrez l'info-ergo de ma part chaque semaine. Et on se revoit très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!